Il y aura 1 an ce soir que le geste d'un fanatique mettait fin à une des existences les plus extraordinaires peut-être de notre monde moderne. Celle de ce petit homme au torse nu, au regard brillant derrière ses lunettes d'acier, et qui s'en allait à travers les routes immenses de l'Inde, appuyé sur l'épaule d'une jeune fille, prêcher la non-violence. La légende, qui s'était déjà emparée de lui de son vivant, a figé pour l'éternité cette image d'Épinal sous laquelle il apparaissait au peuple du monde entier et qui avait fini par se substituer à la sienne propre. Je surprendrai sans doute bien des gens, et peut-être porterai-je atteinte à cette image idéale, en vous disant que Gandhi était dans les dernières années de sa vie non pas une sorte d'ascète décharné aux joues creuses, mais un petit vieillard grassouillet, étonnamment robuste et à l'épiderme extraordinairement rose. Et cet homme, toujours vêtu du dhoti traditionnel et qui avait pris pour symbole le rouet rustique des ancêtres, ne dédaignait pas d'user des commodités du monde moderne, voyageant en avion et dans ses réunions publiques, usant du micro avec aisance. C'est d'ailleurs grâce au micro que je vais pouvoir aujourd'hui faire mieux qu'évoquer simplement sa mémoire, mais vous le restituer un court instant dans sa réalité physique, en vous faisant entendre un passage d'une de ses dernières causeries en public à l'occasion du congrès culturel interasiatique qui s'est tenu à New Delhi en 1947. Gandhi parle en anglais et il s'adresse dans ce passage à son vaste public pour s'assurer que sa voix porte bien. I wonder if this loudspeaker carries my voice to the farthest end of this vast audience. Will some of those who are far away will raise their hands if they listen to what I'm saying? Do you listen? All right. Well, if my voice doesn't carry, it won't be my fault. It will be the fault of the loudspeaker. Vous entendez les rires du public qui vous montrent à quel point l'entretien était familier avec Gandhi et direct. Et le rire était provoqué par le fait que Gandhi disait « Si vous ne m'entendez pas, ce ne sera pas de ma faute, ce sera la faute du haut-parleur ». Et il devait d'ailleurs, quelques instants après, au cours de cette causerie, rendre un hommage aux Français, à la langue française, en disant-elle qu'elle était la langue diplomatique par excellence et qu'il s'efforçait personnellement d'en apprendre au moins quelques bribes pour pouvoir voyager ici et là dans le monde. Voilà donc la voix de celui qui fut si longtemps le porte-parole, non seulement de l'Inde aspirant à la délivrance, mais aussi, mais surtout de tous ceux qui, du fond de leur misère, n'eurent longtemps pour les défendre et les exprimer d'autres voix que la sienne, les humbles, les parias, les intouchables. Ceux-là savent ce qu'ils ont perdu avec le Mahatma au soir du 30 janvier 1948, mais du moins aura-t-il réussi en partie dans sa tâche, puisque les intouchables aujourd'hui, chose qui eût paru folle il y a moins de 50 ans, comptent des ministres au gouvernement. Il est vrai que bien des choses encore restent à faire de celles que rêvait Gandhi, et il est amer et symbolique de penser que cet apôtre de la non-violence, au terme d'une vie consacrée à la fraternité et à la réconciliation, est tombé victime de la haine et ayant peut-être contribué, lui qui ne vivait que pour la détruire, à l'attiser. Mais ici, je voudrais céder la place à un journaliste de mes amis qui a longtemps vécu aux Indes, et en particulier pendant la dernière guerre et jusqu'en 1946, et qui a eu bien souvent l'occasion d'approcher Gandhi, et en particulier au cours de ces réunions devenues légendaires où se réunissait cet immense public qui était le sien. Alors, Paul Guérin, j'aimerais que vous me parliez un peu de la façon dont se présentaient les choses dans ces réunions que vous avez suivies. Eh bien, quand Gandhi venait à New Delhi, la capitale, il s'installait dans le quartier habité par les balayeurs parias. Et il y tenait ses réunions quotidiennes, forçant ainsi les hindous de toute caste à se mêler à ceux considérés comme des hors-castes ou des intouchables. Tous les journalistes indiens et étrangers ne manquaient pas d'assister à ces prières publiques, souvent suivies de déclarations sensationnelles du Mahatma. Et comment les choses se présentaient-elles? Le déroulement était muable. Au crépuscule, un grand concours de fidèles et de curieux s'assemblait dans la cour carrée de cette cité ouvrière. Au centre, une plateforme et un micro. De part et d'autre de cette estrade, les hommes et les femmes s'asseyaient à même le sol. Les femmes étaient en sari ou en pantalon bouffant du Punjab. C'était très curieux de les voir parce que on sentait que pour elles, pour toutes ces femmes, ce n'était pas tellement ce que disait Gandhi qui importait, mais c'était sa présence. On sentait qu'elle ressentait intensément sa présence, et quand elle partait, elle disait « J'ai reçu l'illumination ».
En attendant l'avenue de Gandhi, il y avait des colporteurs qui vendaient des paquets de cacahuètes, du bétel, des ballons pour des enfants, des images du Mahatma, des leaders du Congrès. Et les hommes étaient vêtus en dhoti, ou portaient le petit bonnet blanc du Congrès national indien. Puis alors il y avait des sikhs avec leur barbe magnifique et leur turban blanc. Il y avait même quelques musulmans avec un bonnet conique et doré. Et puis alors il y avait les journalistes, les visiteurs et les curieux. À 18h, il y avait la cloche tintait. Gandhi paraissait, porté par deux jeunes filles, soutenu plus exactement par deux jeunes filles, l'une en sari blanc, c'était sa petite fille, et l'autre était une petite fille paria qu'il avait adoptée. Il s'asseyait sur l'estrade, et un chantre venait au micro, et psalmodiait des passages des Upanishads ou de la Gita en sanskrit, puis des passages du Coran en ourdou, parce que c'était un service interreligieux, si j'ose dire, n'est-ce pas? Il y avait aussi des passages des évangiles, quelques paroles du Bouddha, et les prières proprement dites finissaient par une petite invocation entonnée par Gandhi lui-même à Rama. Vous savez que les dernières paroles de Gandhi ont été Rama, Ram, Ram. En effet. Et aussitôt d'après, alors, il abordait la question qui l'amenait et Oui, il y avait politique. Il y avait en quelque sorte le commentaire des nouvelles. Il donnait son opinion sur le grand fait politique du jour. Ainsi, une fois en 47 où j'y étais, c'était au moment de la guerre civile larvée des hindous contre les musulmans. Il a fait un commentaire extrêmement réprobateur de ces événements qui avaient lieu d'ailleurs à Delhi même, et il a menacé les assistants de jeûner si pareil fait se reproduisait. Et à Calcutta, quelques mois avant sa mort, il a eu un jeûne assez prolongé pour que les habitants de Calcutta viennent jeter des mitraillettes, des fusils, des revolvers à ses pieds pour le supplier de finir ce jeûne. Et donc a été en grande partie efficace. Qui a été très efficace. Quelquefois, il y avait, à la suite de ces commentaires, une partie plus pittoresque, comme par exemple des ventes aux enchères. Je l'ai vu vendre, moi, une simple roupie de sa bourse, une roupie qui vaut maintenant 80 francs, le vendre 80 000 francs aux enchères pour des œuvres charitables qu'il patronnait. C'était considéré comme une relique et qui acquérait d'un grand prix, évidemment, du fait qu'elle sortait de la bourse de Gandhi. Oui. Mais alors, précisément, je voudrais arriver maintenant, puisque nous arrivons après notre conclusion, à ce geste qui a mis fin à son existence. Vous étiez aux Indes au moment de la guerre civile, et vous pouvez, je pense, tirer les conclusions de ce geste. Oui, il a été tué par un ultranationaliste, un nommé Nathuram Godse, qui faisait partie d'une de ces organisations, et qui l'a tué de 3 balles, en lui reprochant d'avoir été la cause de la séparation de l'Inde en deux, alors que jamais il était pour, et d'avoir favorisé les musulmans. Et alors, le jugement d'ailleurs est en cours depuis près d'1 an déjà, du meurtrier. Mais je voudrais maintenant, et pour finir, Paul Guérin, que vous me disiez ce que représentait, selon vous, exactement Gandhi aux yeux des hindous, ou en tout cas des habitants des Indes. Eh bien, pour la majorité des Indiens, Gandhi, c'était Bapuji, le grand-père. Un grand-père à la mode orientale, le symbole de la sagesse et de la bonté, le patriarche qui conseille et qui guide, celui qui sait toutes les réponses, comme a dit le Pandit Nehru.